J'ai poignardé mon père dans le noir de la cave familiale, sous les vignes de Bordeaux, et j'ai souri en sentant le sang chaud couler sur mes mains. Ce n'était pas de la folie, mais la justice que j'attendais depuis 20 ans, celle que personne n'avait osé réclamer. Et tandis que sa respiration s'éteignait comme un feu de cheminée en hiver, j'ai murmuré « C'est pour maman, pour le mensonge qui m'a volé ma vie ». Ma grand-mère a annoncé la nouvelle choquante quand mes parents ont tenté de m'expulser du dîner familial, ce soir-là à Paris, où les lustres de cristal de notre appartement haussmannien scintillaient comme des mensonges. « Votre fille n'est pas celle que vous croyez », avait-elle dit d'une voix rauque, ses yeux bleus perçant l'air chargé de volailles rôties et de secrets pourris. Mon père, rouge de vin et de fureur, avait abattu son poing sur la table, faisant trembler les verres en cristal de baccarat. « Sortez-la. Elle n'est rien pour nous. » Mais ma grand-mère, cette vieille sorcière aux rides comme des cicatrices de guerre, avait ri, un rire sec, comme des feuilles mortes sous les bottes, et révélé l'impensable. J'avais porté le blâme d'un meurtre que mon frère aîné avait commis, un crime qu'ils avaient tous couvert pour sauver la lignée Rothschild-like de notre famille, les Duval, marchands de vin depuis Louis XIV. Paris, cette ville des amants et des assassins, s'était refermée sur moi comme un piège à rats. J'avais 25 ans, Élise Duval, héritière présumée d'un empire de vignobles en Gironde, mais en réalité, une ombre jetée sur l'hôtel familial. Ce dîner, un rituel dominical dans notre hôtel particulier du 7e arrondissement, près des Invalides où Napoléon pourrissait encore de ses ambitions, était censé sceller mon expulsion définitive. Mon crime? Avoir refusé le mariage arrangé avec un banquier lyonnais, un porc bedonnant nommé Laurent qui puait le cognac et les promesses vides. Mais non, c'était plus profond, plus pourri que cela. Ma grand-mère, Amélie, veuve de guerre qui avait vu les Allemands défiler sur les Champs-Élysées en 40, n'avait pas supporté un instant de plus le silence. « Élise est innocente », avait-elle craché, son accent du sud-ouest roulant comme un tonnerre lointain. « C'est toi, Henri, qui as tué ta femme. Et c'est elle qui a payé pour toi. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le canon de la Bastille. Ma mère, ou du moins, celle que j'appelais ainsi, Claire, avec ses perles de chez Cartier et son sourire de Joconde falsifié, avait blêmi, ses lèvres peintes en rouge Chanel tremblant comme une feuille d'automne. Mon père, Henri Duval, patriarche aux tempes grisonnantes et aux cigares cubains illégaux, avait bondi, renversant sa chaise Louis XV. Menteuse. Vieille folle. Mais Amélie ne pliait pas. Elle avait sorti de son sac à main en crocodile une lettre jaunie, cachetée du sceau familial, un témoignage écrit de sa main, daté de 2005, l'année où tout avait basculé. J'avais 8 ans, et on m'avait accusé d'avoir empoisonné le thé de ma mère. En réalité, ma tante, la vraie Claire, morte dans d'atroces convulsions lors d'un thé dominical à la campagne. On avait dit que j'étais jalouse, une petite diablesse aux yeux vert hérités de Dieu sait qui. J'avais été envoyée en pensionnat à Genève, isolée, marquée au fer rouge de la honte familiale. Mais la vérité? Mon frère, Alexandre, alors adolescent de 16 ans, avait versé l'arsenic dans la tasse. Un accident, ou était-ce un calcul? Lors d'une dispute pour l'héritage. Et mes parents avaient tout couvert, me sacrifiant comme une chèvre au loup pour protéger le fils prodige. Je me souviens de ce moment comme d'un tableau de Goya, sombre, accusateur, imprégné de cette folie française qui transforme les familles en théâtre de l'absurde. Mes mains tremblaient sur la nappe en damas, brodée de lys de France, tandis que les domestiques, ces ombres muettes payées pour oublier, se figeaient dans l'entrée. « Pourquoi moi » avais-je murmuré, ma voix un fil de soie déchirée. Amélie m'avait regardé, ses yeux humides comme la Seine en crue. « Parce que tu étais la bâtarde, Élise. La preuve vivante de l'adultère d'Henri avec ta vraie mère, une vendangeuse portugaise qui l'a engrossée en 78. Claire n'était que la façade. Et Alexandre. Il a vu en toi la menace à son trône. » Le dîner s'était mué en chaos. Mon père m'avait attrapé par le bras, ses ongles enfoncés comme des serres, me traînant vers la porte. « Dehors, ordure. Tu n'es rien. » Mais j'avais résisté, un feu nouveau allumé dans mes veines, le feu de la trahison, pur comme l'absinthe. J'avais giflé sa joue, sentant la chair céder sous ma paume, et crié « Tu m'as volé ma vie pour un fils qui n'est même pas digne de lécher tes bottes. » Ma mère avait pleuré, des larmes de crocodile, implorant « Pense à la famille, Élise. Pense au nom Duval. » Mais le nom, il puait la pourriture, comme les caves où on stockait le vin frelaté. Cette nuit-là, je quittais Paris en train de nuit pour Bordeaux, la ville de mes racines empoisonnées. Le TGV filait comme une lame dans l'obscurité, et je complotais déjà. La vengeance n'est pas un plat froid, comme le disent les Anglais. En France, elle est un vin millésimé, corsé de fiel et de regrets. Alexandre, mon frère, non, mon bourreau, gérait maintenant les vignobles familiaux, un playboy aux chemises en lin italien, aux maîtresses comme des roses fanées. Il avait tout, l'héritage, la liberté, le mensonge. Moi,
J'avais une grand-mère brisée et une rage qui bouillonnait comme la Garonne en tempête. Les jours suivants furent un tourbillon de papier jauni et de souvenirs ravivés. Amélie m'avait donné la lettre, mais aussi un carnet, celui de ma vraie mère, Maria, morte en couche en 80, abandonnée dans un hôpital de quartier ouvrier. Henri l'a tuée d'indifférence, écrivait-elle de sa main maladroite. Et maintenant, il tue son âme en toi. J'appris tout, l'arsenic volé dans le grenier, la dispute pour un terrain en Médoc que Claire voulait vendre, Alexandre paniqué par la perte de son futur. Il avait confessé à Amélie, qui avait convaincu Henri de me charger du blâme. La petite est étrangère. Personne ne croira une bâtarde portugaise. J'avais été banni, éduqué dans le froid suisse, pendant qu'Alexandre étudiait à Sciences Po, paradé au dîner de l'Élysée. Bordeaux m'accueillit comme une amante perfide. Ses quais bordés de néons roses, ses châteaux noyés dans la brume automnale. Je m'installai dans une mansarde près de la cathédrale Saint-André, payé avec les maigres économies d'Amélie. De jour, je travaillais comme serveuse dans un bistrot de la rue Sainte-Catherine, versant du vin aux touristes anglais qui parlaient fort de leur Brexit. De nuit, je lisais, je notais, je tissais ma toile. La première étape fut simple. Contacter un notaire véreux à Libourne, un homme aux moustaches jaunies qui, pour un billet de 500 €, fouilla les archives familiales. Il confirma, l'héritage était mal ficelé, Alexandre n'avait pas tous les droits. Une clause obscure, datant de 1940, stipulait que seul un Duval de sang pur pouvait régner. Moi, j'étais Duval par le viol de mon père sur Maria, mais pur? Assez pour contester. Alexandre me sentit venir comme un loup hume le sang. Il m'appela un soir, sa voix suave comme du velours pourri. « Petite sœur, reviens. Papa regrette. On peut arranger ça. » Arranger? Je ris, un rire amer comme le picrate. Arranger comme tu as arrangé le thé de tante Claire. Silence. Puis, qu'est-ce que tu sais? Je raccrochai, le cœur battant. Il l'avait avoué, sans le savoir. J'enregistrai l'appel, preuve numéro 1. La tension montait comme une marée. Amélie mourut 2 mois plus tard, d'une pneumonie qui sentait le poison lent. Était-ce naturel? Ou Alexandre, toujours matois, avait-il versé quelque chose dans son potage? À l'enterrement, sous la pluie fine de Gironde, mon père me toisa. « Tu n'as pas ta place ici. » Mais je lus le testament. Amélie me léguait sa part des vignobles, 20% du domaine. Chaos à nouveau. Alexandre hurla au faux, engagea des avocats de Paris, des requins en costume Armani. Les journaux locaux titrèrent « Scandale chez les Duval, la bâtarde contre l'héritier ». Paris Match en fit sa une, avec une photo de moi, l'air hanté, sous le titre « Le sang impur de Bordeaux ». Je devins une ombre dans ma propre guerre. Les nuits étaient peuplées de cauchemars. Claire convulsant, ses yeux exorbités comme dans un tableau de Delacroix. Je commençais à boire, du rouge corsé qui tachait mes lèvres comme du sang. Un soir, dans le bistrot, un client, un inspecteur de police à la retraite, moustachu comme Hercule Poirot, me reconnut. La petite Duval, hein? J'ai enquêté sur cette mort en 2005. On a étouffé l'affaire pour toi. Il but son pastis, yeux plissés. Mais si tu veux rouvrir. Je payai sa tournée, et le lendemain, il apporta des dossiers. Analyse toxicologique falsifiée, témoignages ignorés. Alexandre avait payé des pots de vin à la gendarmerie locale. La vengeance prenait forme. Un dossier monté comme un roman de Zola, naturalisme pur, avec toute la crasse de la bourgeoisie française. Je contactai un journaliste de Libération, une femme assez renommée Sophie, qui sentait le tabac froid et l'ambition. « C'est du lourd », dit-elle en lisant mes preuves. L'article sortit 1 mois plus tard, « Meurtre à la française, comment les Duval ont sacrifié leur fille ». Scandale national. Alexandre nia, bien sûr, larmoyant à la télé, « Ma sœur est folle, influencée par la vieille ». Mais les actions du domaine chutèrent, les investisseurs fuirent comme des rats d'un Titanic. C'est alors que le premier coup bavint. Mon appartement fut cambriolé, mes dossiers disparus, mon ordinateur brisé. Un mot sur la table, arrête ou c'est ton tour. Signé d'une initiale, A. Alexandre, le serpent, frappait dans l'ombre. Je déménageais dans un motel sordide près des docks, où l'odeur de vintègre se mêlait à celle des marins portugais, comme ma mère. Là, je complotais le cœur de ma revanche. Une confrontation au domaine, lors de la vendange, quand le raisin éclate sous les pieds comme des veines ouvertes. La nuit de la vendange était lunaire, la lune pleine saignant sur les vignes. J'arrivais en noir, comme une veuve de la Comédie Française, un pistolet chargé dans mon sac, légal, acheté à un armurier de Périgueux pour défense personnelle. Mon père et Alexandre étaient là, cuvant le vin nouveau dans la grande salle des cuves, entourés de journalistes et d'acheteurs. « Élise » grogna père en me voyant. « Tu oses.
Je souris, sortant le dossier reconstruit, copie envoyée à Sophie. J'ose réparer ce que vous avez brisé. Alexandre bondit, visage tordu. Salope, tu vas payer pour ça. Il me gifla, un anneau entaillant ma joue. Le sang coula, chaud, et quelque chose en moi se rompit. Le dernier fil de retenue française, cette politesse qui masque la lame. Je sortis le pistolet, le pointai sur sa poitrine. À vous, frère. Devant eux tous. Silence. Les invités fuyaient, téléphone sorti. Il rit, nerveux. C'était un accident. Elle voulait me déshériter. J'ai paniqué. Mon père hurla. Ferme-la, idiot. Le coup partit, non mortel, mais dans l'épaule, comme dans un duel du 19e. Alexandre hurla, s'effondrant dans une mare de vin renversé. Mon père chargea, mais je pivotai, le canon contre sa tempe. À ton tour, Henri. Dis-leur comment tu m'as vendu. Il pleura, brisé, pour la famille. Pour le nom. Je pressai la détente, mais non, pas encore. La police arriva, sirène hurlant comme des banchés. J'étais menottée, mais victorieuse, confession enregistrée, blessure comme preuve. Le procès fut un cirque, digne de Victor Hugo. Paris bruissait, la vengeresse de Bordeaux. Alexandre plaida coupable pour homicide involontaire, père pour complicité et faux témoignage. Moi, acquitté pour légitime défense, mais marqué à vie. Le domaine me revint, ruiné mes miens. Je le rebaptisai, Château du sang réparé. Et twist, dans les papiers d'Amélie, une lettre finale. J'étais enceinte d'Alexandre, lors d'une nuit d'ivresse, des années avant. Le fruit de la trahison, portant en moi le sang maudit. Avorter ou garder. Le choix me hanta, divisant même mes soutiens, héroïne ou monstre. Aujourd'hui, je marche parmi les vignes, ventre rond, le fusil à portée. La vengeance est un vin doux amer, elle guérit, mais laisse des traces. Et si je bois trop, je sens encore le goût du sang. Les menottes mordaient mes poignets comme des vipères, froides et impitoyables, tandis que les gendarmes me traînaient hors du domaine sous les flashs des photographes. Bordeaux, cette cathédrale de pierre et de vin, se refermait sur moi comme les mâchoires d'un piège à loup médiéval. Meurtre. Folle furieuse. Criaient les headlines du Sud-Ouest le lendemain, mais je savais, je savais que c'était le début de la fin pour eux. Dans la cellule humide de la maison d'arrêt de Gradignan, je rêvais de la Seine polluée, de Paris qui m'avait rejeté comme un rat noyé. Mais la rage, elle était mon unique compagne, un feu de joie occitane qui consumait la peur. Le procès s'ouvrit 3 mois plus tard, au palais de justice de Bordeaux, un édifice néoclassique où les fantômes de Dreyfus hantaient encore les couloirs. J'étais l'accusé numéro 1, mais aussi la plaignante, un tour de force juridique que mon avocat, un jeune loup de Toulouse nommé Marc, aux yeux de braise et à la voix comme du miel empoisonné, avait orchestré. Légitime défense, martelait-il, contre une famille de monstres. Les médias en raffolaient. France Inter diffusait des débats enflammés, où des psy-freudiens disséquaient ma psyché vengeresse, et des féministes de Libé me couronnaient martyr moderne. Mais d'autres, ils me voyaient sorcière, une médéa française qui avait versé le sang pour laver le sien. Alexandre entra en premier dans le box, l'épaule bandée comme une momie ratée, son visage pâle sous le maquillage TV. Il sanglotait, le traître, larmes de crocodile, comme celle de Claire. C'était un accident, votre honneur. J'étais jeune, terrifié. Papa m'a forcé à mentir. Le procureur, un homme bedonnant au nez busqué comme un aigle pyrénéen, le pressa. Et le cambriolage? Les menaces. Alexandre bafouilla, yeux fuyants. Non, c'était pas moi. Mensonge. J'avais une preuve, un cheveu sur le mot, ADN matching. La salle murmura, un bourdonnement comme des abeilles en colère. Puis mon père. Henri Duval, autrefois lion des conseils d'administration, entra voûté, les yeux caves comme des puits de mine. Il ne pleura pas, il implora. J'ai fait ça pour protéger mon fils. La famille. C'est tout ce que nous avons en France, n'est-ce pas? Sans nom, sans terre, nous ne sommes rien. Sa voix chevrotait, accent bordelais épais comme la boue du Médoc. Marc le brisa. Et votre fille? La bâtarde, comme vous l'appeliez? Vous l'avez jetée au loup pour un rien? Henri s'effondra, confessant l'adultère avec Maria, le chantage d'Amélie pour taire la naissance illégitime. Élise était un fardeau, mais je l'aimais à ma façon. Amour? Je ris intérieurement, un ricanement sardonique. Son amour était du poison, comme l'arsenic dans le thé. Les témoignages affluèrent comme une crue de la Garonne. Sophie, la journaliste,
lut ses articles, dépeignant la conspiration familiale avec la verve d'une Émile Zola ressuscité. L'inspecteur à la retraite jura sur les dossiers falsifiés, sa moustache frémissant de dégoût. Et moi, sur l'estrade, face au jury, 12 citoyens ordinaires, des vignerons burinés et des commères de quartier, je parlais. Voix calme, comme un confessionnal. Ils m'ont volé mon enfance, mon nom, ma vérité. J'ai tiré pour me libérer, pas pour tuer. En France, la justice est lente, mais la vengeance, elle est immédiate. La salle applaudit, illégal, mais humain. Des femmes pleurèrent, des hommes hochèrent la tête, se reconnaissant dans cette tragédie de sang et d'honneur. Le twist vint de l'ombre. Pendant le procès, un test ADN révéla que Alexandre n'était pas le fils d'Henri. Un autre adultère, celui de Claire avec le majordome portugais, ironie cruelle, comme ma propre origine. Le jury en fut secoué. Qui était le monstre ici? Père inceste, frère imposteur, ou fille vengeresse? Les débats firent rage sur Twitter, X, comme ils disent maintenant, Duvalsan divisant la nation, Élise est une héroïne. Contre justice pour les victimes, pas les bourreaux. Acquittement. Le marteau du juge claqua comme un bouchon de champagne. Je sortis libre, mais brisé, les vignes m'attendant comme une couronne d'épines. Alexandre prit 20 ans, Henri 10 pour complicité. Le domaine, le mien, par défaut, car qui d'autre? Je le reconstruisis, engageant des vendangeurs portugais en hommage à Maria, plantant des cépages résistants comme moi. Mais la nuit, seul dans le château, je touchais mon ventre. Enceinte de lui. Le fruit du viol consenti dans l'ivresse, une nuit à Paris où il m'avait séduite, murmurant « pardon » entre deux verres. Avorter, c'était tuer l'innocent. Garder, élever le démon. Paris me rappela, pour un gala de charité, ironie, les Duval sponsorisaient toujours les arts. J'y allais, robe noire comme un deuil, ventre naissant sous la soie. Là, une femme s'approcha. Claire, la vraie, ou son fantôme? Non, une sœur cachée, née du majordome, élevée en secret. Je sais pour l'enfant, dit-elle, yeux verts comme les miens. Laisse-moi t'aider. Ou, donne-le-moi. Twist, elle voulait l'élever, effacer la malédiction. Je refusai, un choix controversé, garder le sang maudit, le transformer en vin nouveau. La tension persista. Alexandre, de sa cellule, m'envoya des lettres. Tue-moi, ou vis avec ça. Je brûlai les missives, mais le doute rongeait. Était-ce victoire, ou prison dorée? Le printemps bordelais fleurit en traîtrise, les bourgeons de Cabernet saignant rose sur les sarments comme des plaies fraîches. J'errais dans les allées du domaine, main sur le ventre, sentant le bébé kicker comme un accusateur miniature. Tu seras Duval, murmurai-je au vent chargé d'iodes de l'Atlantique, mais purgé de leurs péchés. Les ouvriers me regardaient de travers, la patronne folle, celle qui avait tiré sur son frère. Mais ils travaillaient, pour le salaire, et pour les rumeurs, en Gironde, les secrets sont comme le terroir, profond et fertile. Sophie me visita un après-midi, son carnet à spirale taché de café. Ton histoire vend du rêve, Élise. Un livre, un film avec Marion Cotillard. Je ris, amer, un opéra, plutôt. Tragédie en 5 actes, avec cœur de fantôme. Elle nota, mais ses yeux glissaient vers mon abdomen. Et ça, le twist final. Je haussai les épaules. Le mien, pas le leur. Elle partit avec une bouteille de mon premier millésime. Sans réparer 2026, étiquette noire avec une larme rouge. Les critiques le détestèrent, trop corsé, trop vengeur. Parfait. Henri sortit après 6 mois, remise de peine pour bonne conduite. Il apparut à la grille du domaine, valise usée, chapeau melon cabossé. Fille. Élise. Sa voix était un murmure de feuilles mortes. Je le laissai entrer, non par pitié, mais pour le voir ramper. Nous dînâmes dans la salle des cuves, sous les voûtes où le vin fermente en silence. J'ai tout perdu, dit-il, versant du rouge dans des verres ébréchés. Alexandre me hait de sa prison. Toi, tu me hais. Je bus, le tanin mordant ma langue. La haine est un vin jeune, père. Il mûrit en indifférence. Il pleura alors, confessant plus, Maria n'était pas une vendangeuse anonyme. Elle était sa muse, une poétesse portugaise fuyant Salazar, qu'il avait aimée follement avant de la briser pour Claire, l'héritière légitime. « Tu es mon plus beau crime », murmura-t-il. Je sortis le couteau à huître, le fis tourner dans ma main. « Et si je te saigne comme un porc ?» Il ne bougea pas, fais-le. « Libère-nous. » Je le laissai partir, une autre prison, la vie. Les nuits étaient pires. Les cauchemars me hantaient.
Alexandre me violant dans l'ombre d'un bal masqué, son rire comme du verre brisé. Était-ce viol? J'avais bu, ri, cédé à la fraternité interdite. Mais le bébé? Innocent ou marqué? Un gynéco de Bordeaux, une femme aux cheveux gris comme la Gironde, me conseilla « Avorte, Élise. Ce sang porte la malédiction. » Mais l'avortement en France est droit, pas sentence. Je choisis de garder, un acte de défi, transformer le poison en remède. La controverse éclata quand je révélai la grossesse dans une interview à elle. L'enfant d'un violeur? Une héroïne, clamaient les unes. Irresponsable, elle perpétue le cycle, ripostaient les autres. Les féministes se divisèrent, pro-choix absolu ou pro-vie par vengeance. X bouillonnait, même de moi en madone noire ou en succube. Alexandre, depuis sa cellule de Fleury-Mérogis, intentait un procès pour diffamation paternelle. Ridicule, rejeté, mais il avait tenté, l'éternel Elterner, même en cage. Puis, le coup fatal, une lettre de lui, glissée par un gardien corrompu. L'enfant est à moi. Je le réclame à la sortie. Terreur pure. Je renforçai la sécurité, engageai des bodyguards ex-légionnaires, tatoués de cicatrices sahariennes. Bordeaux devint forteresse, les vignes patrouillées comme la frontière est. Mon père revint, suppliant, « Laisse-moi te protéger. » Pour Maria. Ironie, le bourreau gardien. Je l'acceptai, un pacte diabolique. L'été apporta la chaleur suffocante, les raisins gonflés comme des mensonges. Lors d'une dégustation publique, un homme s'approcha, le majordome, vieux maintenant, père d'Alexandre. « Je sais pour la sœur, » dit-il, accent lusitanien roulant. « Isabella, élevée à Lisbonne. Elle veut la paix. » Isabella? La femme du gala. Twist, elle n'était pas sœur cachée, mais demi-sœur d'Alexandre, et donc tante du bébé? Le sang se nouait en nœud gordien. Nous parlâmes des nuits entières, fumant des gitanes sous les étoiles. « Laisse-le passer en cave, » dit-elle. « Fermente-le en oubli. » Mais l'oubli? Impossible. Alexandre s'évada, ou fut libéré. Non, une rumeur, un transfert médical falsifié. Il apparut un soir, ombre dans ma chambre, couteau à la main. « Donne-moi l'enfant. » Lutte dans le noir, comme avec père, mais pire, chair contre chair. Je hurlai, le bodyguard arriva, coup de feu. Alexandre tomba, agonisant, yeux sur mon ventre. Pardon, sœur. Mort. Deuxième meurtre, mais défense claire. La presse titra, la vengeresse frappe encore. Libéré à nouveau, je naquis à nouveau. Le bébé, une fille, Maria II, pleura sous les vignes. Héroïne ou BKCH. Le jury du monde décida. L'accouchement fut un orage occitan, tonnerre et éclair sur la clinique de Bordeaux, où les sages-femmes portugaises murmuraient des prières à la Vierge de Fatima. Maria II sortit hurlante, cheveux noirs comme la nuit de Maria I, yeux verts comme les miens, ou ceux d'Alexandre. Le pédiatre, un breton stoïque, nota « Saine, vigoureuse. Pas de traces de malédiction. » Mais je voyais, dans ses poings serrés, la rage future. Henri vint à l'hôpital, fleur fanée à la main. « Ma petite fille, » murmura-t-il, larmes coulant sur ses joues ridées comme du parchemin. Je le laissai la tenir, un moment suspendu comme un vin en fût. « Par maintenant, » dis-je, « ton rôle est fini. » Il obéit, ombre s'effaçant dans le couloir carrelé, direction un hospice en Dordogne où il pourrirait en regret. Isabella arriva ensuite, valise de Lisbonne, cadeau de dentelle et d'épices. « Je serai sa tante, » promit-elle. « Et toi, sa mère, pas sa geôlière. » Nous formâmes une alliance fragile, deux bâtardes contre le monde. Le domaine fleurit sous ma main. Exportation vers Paris, où les bobos du Marais buvaient mon sang réparé comme un sacrement. Goût de révolution, titra Le Monde. Mais la controverse suivait. Pétition pour interdire le vin du Val, symbole de violence domestique. Ridicule, rejeté par le tribunal administratif. Sophie écrivit mon bio, un pavé de 400 pages. Vengeance en Bordeaux, best-seller qui fit de moi une icône ou une paria, selon les camps. Les nuits avec Maria II étaient des veilles. Berceuse en portugais, apprise d'Isabella, mélangeant fado et comptine gasconne. « Tu seras libre, » chuchotai-je, sentant son souffle chaud sur ma peau. Mais le doute rongeait. Et si elle apprenait? Le frère tueur, le père complice, la sœur vengeresse. Éduquée en vérité ou en mensonge doux. Un choix qui divisait mes nuits comme la Garonne divise la ville. Un an passa, vendange nouvelle. Lors d'une fête au château, sous les guirlandes de lumière comme des astres tombés,
Un homme s'approcha. Laurent, le banquier lyonnais, celui du mariage forcé. Vieilli, divorcé, yeux tristes. J'ai lu ton histoire, dit-il, verre à la main. Tu étais trop forte pour moi. Rire partagé, puis danse, valse lente, comme dans un film de Truffaut. Était-ce amour ou rédemption? Nous parlâmes des nuits, de secrets partagés. Il savait pour l'arsenic, avait soupçonné en 2005. J'aurais dû parler. Trop tard. Twist mineur. Il apporta une preuve perdue, un enregistrement audio d'Henri confessant à Claire, datant de 2010. Pour sceller la paix. Je le gardai, non pour vengeance, mais pour Maria II, histoire vraie, pas fable. La tension culmina à Noël, Paris m'invitant pour un dîner réparateur, ironie, au même appartement haussmannien. Isabella et Laurent vinrent, Maria II emmitouflée. Les lustres brillaient toujours, mais vides de mensonges. À la famille recomposée, toast et jeux, vin pétillant. Mais au dessert, un appel, Alexandre n'était pas mort. Blessé, hélicopté, en fuite au Portugal. Il vient pour l'enfant, avertit Isabella, pâle. La chasse commença, appel à Interpol, veilles armées. Je devins parano, comme une Sarah Bernhardt dans un mélodrame. Laurent resta, bouclier silencieux. Nous fîmes l'amour dans la peur, corps entrelacés contre l'orage. Il frappa à Lisbonne, où Isabella nous avait cachés. Nuit pluvieuse, fado pleurant dans les rues pavées. Alexandre, boitant, pistolet tremblant. L'enfant et Duval. Mon sang. Lutte sur le balcon, surplombant le Tage. Je le poussai, où glissa-t-il? Chute, corps brisé sur les pavés. Mort vraie, cette fois. Police portugaise, accident. Pas de procès, juste deuil. Retour à Bordeaux, Maria II grandissant en innocence. Héroïne? Peut-être. La vengeance close, mais le sang tache encore. 10 ans ont passé, et les vignes du domaine s'étendent comme des veines guéries, produisant un vin acclamé. Sang libre, cuvée Maria, fruitée et forgée dans l'adversité. Maria II, 12 ans maintenant, court parmi les sarments, cheveux au vent, riant comme un ruisseau de Dordogne. Maman, raconte l'histoire du château. Implore-t-elle, yeux verts pétillants. Je lui dis la version édulcorée. C'était une grande aventure, avec des secrets et des trésors cachés. La vérité? Elle attendra ses 18 ans, ou jamais. L'innocence est le plus doux mensonge. Laurent est devenu mari, un pilier discret, gérant les comptes avec la précision d'un horloger suisse. Isabella vit à Bordeaux, prof de littérature à l'université, enseignant Zola à des étudiants qui la regardent comme une relique vivante. Henri, mort en 2030, d'un cancer qui rongeait comme la culpabilité. À son chevet, il murmura « Pardonne, Élise. J'ai aimé à ma façon tordue. » Je pardonnai, pour Maria II, pas pour lui. Son enterrement fut discret, pleuré par des cousins oubliés. Les controverses persistent, documentaire Netflix sur la dynastie Duval, où des experts débattent, vengeance justifiée ou cycle de violence. Je refuse les interviews, mais les livres pullulent, le mien, coécrit avec Sophie, un manifeste sur la résilience féminine en France post-MeToo. Les féministes me vénèrent, les conservateurs me maudissent, elle a détruit une famille pour un caprice. Caprice? Non, justice. Le twist final vint en 2035. Un test ADN anonyme, envoyé par courrier. Maria II n'était pas d'Alexandre. Une erreur de labo, ou un mensonge de plus? Non, Laurent, lors de notre première nuit post-confrontation. Ton vrai père, avouai-je à la petite, qui rit, je le savais, maman. Tu es assez pour deux. Libération totale. Le sang n'était pas taché, il était neuf. Aujourd'hui, je marche le long de la Garonne, verre à la main, regardant le soleil se noyer comme un amant repu. La vengeance? Un chapitre clos, mais la vie est un roman ouvert, plein de rebondissements français. Amour tardif, secret révélé, vin qui coule éternel. Et si le fantôme d'Alexandre hante encore les caves? Qu'il boive. J'ai gagné. Fin.